Il s'agit donc du cas de cette 21, d'une incisive centrale supérieure qui, tu pourras peut-être plus encore le détailler une fois qu'on aura commencé la chirurgie. Voilà, qui présente donc une rhizalyse qui a un phénomène disgracieux assez important maintenant, qui est parti un petit peu en avant, qui n'est plus bien ancré. Voilà, on a une occlusion qui est favorable, on a un recouvrement donc, qui est modéré, on a une fibromuqueuse qui est saine, Madame brosse bien, assure une bonne hygiène, on a un biotype plutôt épais, donc on a vraiment des bonnes conditions pour pratiquer une technique d'extraction et d'implantation immédiate. Alors nous, dans ce genre de situation, on se réfère à la classification d'Elian et Tarnot qui a été faite, enfin je cite Tarnot parce que c'est le dernier auteur, Elian est un peu moins connu. Enfin, ça a été Froome aussi, Stéphane Wallace de l'Université de New York, qui ont eu le mérite de faire une classification extrêmement simple, donc 3 types de situations. La première, celle que vous avez à gauche, le type 1, qui représente justement le cas de Madame, qui est une alvéole conservée avec une corticale vestibulaire conservée. C'est ça le point clé de la question qu'on doit se poser pour le choix de l'intervention. Et voilà, toute la difficulté réside justement dans l'expérience, dans l'exploration clinique pour savoir si on va au-devant de risques d'une situation aléatoire quand on va traiter, ou si, comme c'est le cas chez Madame, puisqu'on sait qu'on a une corticale, et Anne-Claire nous montrera, elle explorera après l'extraction de la dent, elle explorera le pan vestibulaire, si on est sûr de travailler dans des bonnes conditions. Voilà, donc on va passer maintenant à la clinique. Je vous présente Anne-Claire, ma fille, et Audrey qui va nous assister toute la journée. Voilà, donc on peut peut-être maintenant prendre la caméra de Storz pour faire un gros plan. Ça, ce sont les caméras que vous avez vues tout à l'heure présentées par le professeur Mutter pour les chirurgies. Si on laisse la dent dans cette position, vous avez vu qu'elle est en train de se vestibuler, elle est disgracieuse, mais surtout, on risque de perdre un élément extrêmement important qu'il faut toujours garder en mémoire, c'est la table vestibulaire. Absolument, c'est le point clé. Oui, c'est le point clé, Michel, tout à fait. Qui va justement permettre tout à l'heure à Michel de pouvoir poser son implant tout de suite. Et c'est la fameuse classification de Tarnot, c'est de pouvoir poser cet implant en toute sécurité grâce à cette table vestibulaire qui reste. Si le patient attend trop longtemps, on perd cette table vestibulaire et à ce moment-là, on va rentrer dans des reconstructions extrêmement pénibles du type ostéosynthèse de blocs osseux, reconstruction gingivale, et c'est un traitement beaucoup plus lourd. Voilà, et j'ajouterais que quel que soit le degré de finesse de cette table vestibulaire, cette table va me servir en quelque sorte de coque, de membrane biologique tout à fait naturelle pour la régénération osseuse qu'on va faire au niveau de ce site. Alors, il faut quand même juste préciser que quel est le plan de traitement pour cette patiente, c'est d'extraire cette dent, de poser l'implant immédiatement, vous allez voir, selon une technique adaptée à la situation, puisqu'on ne peut pas se permettre de faire le forage et de poser l'implant exactement en lieu et place de l'alvéole existante. Donc on va être obligé de se décaler palatinement pour justement générer une future réossification vestibulaire suffisamment importante. Et par la suite, on fera une petite greffe osseuse avec la récupération d'os du forage. Normalement, ça suffira puisqu'on a un os de bonne qualité apicalement. Et dans un deuxième temps, on va mettre une dent provisoire en place qui sera donc posée, je pense, d'ici à peu près 1 heure. Voilà. Donc, Anne-Claire, tu es prête? Tu as fait l'extraction? Très bien. Vas-y, alors explore un peu. Bon, là, c'est la gencive. Plus apicalement. Voilà. Voilà, donc là tu as un contact dur, tu es sur la corticale. Ok, voilà, je vais mettre ma blouse. Alors si je peux me permettre de rebondir aussi par rapport à cette table vestibulaire, elle a la particularité anatomique dans la région antérieure d'être particulièrement fine, et on a généralement une corticale qui est même hypoplasique dans la région incisale. Oui. Et c'est particulièrement déterminant donc, pour la future ligne de collet de l'implant posé. Donc c'est un élément Tout à fait. clé. Vous voyez bien l'image du pan palatin? Oui, oui, très bien. On a souvent aussi une petite bande de gencive un peu inflammatoire ici au niveau du sulcus.
que je prends la décision de nettoyer légèrement selon le contexte muqueux de la situation. Là, en l'occurrence, je vais prendre une lame 15 et je vais juste faire un petit raclage comme ça pour enlever cette zone un peu plus importante, mais je ne vais surtout pas faire une éviction gingivale trop agressive, puisque de toute façon, on aura quand même une toute petite résorption post-opératoire. Vous voyez, je racle simplement comme ça. C'est un tissu qui n'est pas très adhérent, hein, donc en général, ça s'enlève très facilement, et on essaie d'être vraiment économe et de ne pas du tout agresser l'épithélium de la gencive. Voilà, la papille de même, on essaie vraiment de la préserver. Alors je félicite toujours Audrey, mon assistante, qui a un œil au bout de l'aspiration et qui parle aussi avec son aspiration. Elle me parle, elle me montre du doigt de l'aspiration ce que je dois continuer à faire. Je suis sûr qu'elle serait aussi bonne chirurgien que moi si elle prenait un jour la main. Voilà, on prend une petite... aspirer un petit peu là. Vous voyez, là par exemple, Audrey n'a pas aspiré parce qu'elle a vu que j'avais rien enlevé. Voilà, hop. Vous voyez, petit à petit, on prépare. On assainit, enfin il n'y a pas grand chose à assainir en fait, mais vous voyez quand même, malgré qu'on n'avait pas du tout de problème infectieux ou inflammatoire marqué, on a quand même un travail de nettoyage à faire. Alors j'ai un instrument qui est assez particulier, c'est un adaptateur ici, que j'ai découvert dans mon laboratoire de prothèses dans le temps, quand je travaillais avec mes parents, on avait un laboratoire de prothèses et mes prothésistes me piquaient des fraises pour grande vitesse et ils les adaptaient sur ces petites pièces qui vont donc dans la pièce à main, ce qui fait que je peux travailler avec des fraises diamantées, c'est ce qu'on va commencer à faire. Voilà, on va juste faire voilà, une sorte de nettoyage. Là, c'est un geste très doux, hein. Je caresse l'alvéole, hein. Vraiment, je ne suis pas du tout agressif. Je ne fais aucun mouvement là pour l'instant de pénétration en fait, hein. Tu pourrais, Michel, travailler également avec une fraise boule en carbure de tungstène? Certainement que oui, mais je ne le fais pas. J'aime bien le diamant avec un grain relativement gros, c'est une bague verte en fait. Alors pourquoi j'utilise une fraise diamantée? Parce que, vous voyez, elle a quand même un effet de curetage quelque part pour arracher en quelque sorte, mais tout en douceur, les tissus inflammatoires, mais sans être trop agressif. Vous voyez, je vais vraiment... Là, je suis sur la gencive comme j'étais sur la corticale osseuse. Et regardez maintenant comme la gencive est belle, vous voyez, comme elle est bien rose. Donc elle est vraiment débarrassée de tous les agents inflammatoires qui pouvaient être présents au départ juste après l'extraction. Ça signifie donc que pour toutes les personnes dans la salle qui n'ont pas eu un laboratoire de prothèses tenu par leurs parents et qui ne possèdent pas cet embout, elles peuvent accéder à un type de fraise diamantée distribuée par donc les fournisseurs, ou parce que bien souvent ce sont des fraises en carbure de tungstène. Je te pose la question. Oui. Alors, si vous voulez, c'est une journée d'échange, mais je ne vais quand même pas vous donner tous mes trucs. Ah, je vois des personnes qui se lèvent dans la salle, Michel. Attention à ce que tu dis. Non, je réponds par une boutade parce qu'en fait, c'est très difficile à trouver. Si je me souviens bien, je crois que ça se trouve chez les fournisseurs pour prothésistes. Je suis passé à une fraise beaucoup plus, je dirais, agressive, impressionnante en carbure de tungstène, mais cette fois-ci, ça n'est pas pour faire un nettoyage, c'est maintenant vraiment pour aller imprimer la cupule, le préforage qui va déterminer l'axe extrêmement important de mon forage et de mon positionnement implantaire. Donc si vous voulez, on va simplement s'appuyer légèrement sur la corticale palatine et surtout pas vers la corticale vestibulaire. Alors je tiens à avertir les personnes débutantes que quand on utilise ces premiers forets qui sont très fins, à ce moment-là bien sûr tout va bien, et c'est quand on commence à utiliser des forets un peu plus gros que tout à coup on se rend compte que ça commence à être dévié vestibulairement. Pourquoi? Parce que la corticale palatine est toujours beaucoup plus dense et forte que la corticale vestibulaire. Et même au pire, on peut avoir ce phénomène avec uniquement au stade de la mise en place de l'implant.
Quand on va visser l'implant, eh bien l'implant tout à coup, comme il est souvent cylindro-conique, va commencer à sortir de plus en plus vestibulairement, et c'est ça qui va provoquer, si vous voulez, des erreurs de placement avec des effets disgracieux comme des collets trop longs, trop haut placés, etc. Voilà, alors vous avez vu, j'ai fait une toute petite marque avec cette fraise, et je vais maintenant passer avec un forêt pilote, d'un diamètre de 2 mm. On va essayer de parfaitement suivre cet axe-là. Est-ce que vous voyez à l'écran la petite marque apicalement? Oui, très bien. Oui. Voilà, donc on va juste faire une petite marque. À ce stade-là, on ne récupère pas encore l'os. On va s'enfoncer de 2 mm et c'est là qu'on va faire notre radio de contrôle. Alors, vous voyez cet instrument que je tiens dans la précelle, cette espèce de petit axe. Oui. Voilà, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un forêt pilote de 2 mm de diamètre que j'ai coupé, un forêt ancien, et je m'en sers pour aller me mettre en place dans l'alvéole. Et on va voir à ce moment-là comment on se situe par rapport au volume osseux résiduel. Que je ne fasse pas de bêtises et que je ne continue pas dans un axe qui serait, comme on a une marge de manœuvre qui est assez limitée. Vous pouvez rebaisser un peu la tête, madame? Voilà. Donc en même temps, on en profite pour visualiser, avoir une notion de l'axe prothétique. Vous voyez que là, c'est vraiment une question de coup d'œil clinique. Hein. On visualise les axes des dents voisines. Il semblerait qu'on soit bien là. Voilà. Vous voyez que là, on est dans un axe qui va permettre quand même au prothésiste de ne pas s'arracher les cheveux si on arrive à rester dans cet axe pour nous fabriquer une belle petite couronne par la suite. Enfin, surtout un faux moignon. Ok, alors on va faire la radio pilote. Donc, j'appelle ça radio pilote parce que en fait, c'est la pédale encore. Parce que c'est le forage pilote qu'on veut explorer. On va donc faire une 3D. C'est une très sage étape de validation. Je pense que tu recommandes à tout le monde effectivement d'effectuer une radio de contrôle à ce stade-là. À tout le monde, à tous les chanceux qui ont la possibilité d'avoir une 3D à leur cabinet. C'est intéressant ce que tu me dis parce que j'en parle beaucoup à des amis qui ont la 3D et je dois dire qu'à ma connaissance, personne ne le fait. Et je leur ai déjà souvent dit, faites-le et vous allez être très surpris de voir les axes que vous avez sur vos forages pilotes. Qu'est-ce qui se passe en général? Vous arrivez à filmer l'écran là? On voit l'écran dans la salle, Romain? Voilà, on va juste agrandir les coupes perpendiculaires. Vous voyez ici, ça c'est la corticale, d'accord? Donc, en général, ce qui se passe, c'est qu'on met notre forage. On est souvent trompé. Là encore, on a une situation qui est très, je dirais, franche, mais on a souvent un axe qui est assez bizarre parce qu'on a une concavité vestibulaire qu'on ne devine que très rarement en bouche à cause de l'insertion de la muqueuse alvéolaire de la lèvre, etc. Et donc, si vous voulez, le problème, c'est qu'on est souvent en interférence vestibulaire ici et qu'on va faire une fenestration ici, ou que quand on va mettre notre implant, il va petit à petit s'orienter de plus en plus vestibulairement et puis presser, comprimer cette corticale qui va disparaître. On va reprendre place. Je vais juste fermer le dossier de madame et puis le rouvrir. Bon, ok. Vous voyez, donc là, on a un forêt qui est bien placé. Il est, je dirais, un rien trop palatin, hein, peut-être un tout petit peu trop palatin, mais très naturellement, il va se replacer lui-même en s'appuyant sur cette corticale. Et ici, là, vous voyez, maintenant, on voit mieux. Vous voyez mon petit curseur, là? Oui, très bien, oui. Voilà, vous voyez, on voit mieux cette corticale vestibulaire, on voit la précarité, la fragilité de cette corticale. Et l'intérêt de mettre notre implant le plus à distance possible pour que ce gap ici puisse être comblé par de l'os de régénération. Voilà. Alors, on va donc maintenant augmenter le diamètre du forage et aussi la longueur de forage. On va donc se réorienter un tout petit peu plus vestibulairement à l'apex de notre forage. Là, c'est un forêt de 2 mm. On va passer encore le 2, donc le 2,3, le 2,8. Et je pense que je mettrai un implant TSVB, certainement 13, qui va donc bien s'ancrer dans cette zone apicale. C'est elle qui va nous donner la fixité primaire de l'implant, condition indispensable pour pouvoir envisager de faire une provisoire.
Et pas plus que ça. Le TSVB13 aura un diamètre maximum d'espire de 3,7 mm au col et de 3,5 mm sur le plateau de connexion prothétique. Voilà, je vais donc remettre des gants et on va passer à la phase suivante. En fait, cette première phase est déterminante et une fois que ça c'est fait, que cette préparation est faite, on peut y aller de façon très franche et vous allez voir que ça va finalement maintenant aller assez vite jusqu'à la mise en place de l'implant. Donc Audrey, on va prendre le filtre pour récupérer les copeaux d'os. Voilà, vous pouvez ouvrir, madame. On va donc passer maintenant de nouveau notre forêt. Voilà. Alors, juste encore une remarque. S'il reste encore quelques débris fibreux, ça n'est pas un problème. On les triera tout à l'heure. Alors là, j'ai une sensation de buter quand même. Je dois être sur la corticale palatine. Je vais reprendre la pièce à main. Voilà, donc là, je viens de prendre ma pièce à main. Je ne vous l'avez peut-être pas vu alors. Pour me translater en quelque sorte un tout petit peu plus vestibulairement parce que je pense que j'ai été un peu embuté sur la corticale palatine. Donc Michel, maintenant tu as dit que tu allais poser un implant de 13. Tu nous as pas parlé de tes repères dans les 3D. Oui, alors est-ce que vous voyez le forêt? Restez contre. On va très bien, oui. Vous voyez, vous avez, quand je tourne, vous avez des marques sur le forêt. Ce sont des marques, quels que soient les systèmes d'ailleurs, qui vous permettent de vous repérer très simplement. Là, je suis au bord de la gencive, vous avez la marque de 13 mm. Contre l'aspiration verte, vous avez la marque de 16 mm. Vous les voyez? Oui, très bien. Voilà. Donc là, vous voyez, je suis à 13. Et là encore, c'est une question de coup d'œil. J'ai une sensation qui est très bonne. Là, je sens que je suis dans le spongieux. Et Audrey, vous voyez, aspire à chaque fois. Voilà, vous voyez sur l'aspiration, nous avons un système de récupération d'os, qu'on appelle un filtre à os, qu'on achète aux États-Unis, ce qui est pour moi extrêmement efficace. Ça s'achète en France aussi, je crois, mais on l'achète directement aux États-Unis pour notre part. Et c'est je pense qu'on aura l'occasion de le remontrer encore peut-être cet après-midi. C'est un dispositif qui me permet de récupérer énormément de copeaux osseux. Et en l'occurrence, dans ce cas-là, ça va nous permettre de récupérer juste ce qu'il faut pour combler le gap vestibulaire après. Et si ça ne suffisait pas, eh bien à ce moment-là, on irait chercher un peu d'os sur une ligne oblique externe, par exemple. Michel, pour revenir à la question tout à l'heure, je voulais juste que tu précises à quel endroit tu vas positionner le col de ton implant par rapport au collet des dents adjacentes et tenant compte de la table vestibulaire qui te reste. Dans un cas comme celui-ci, il ne faut pas faire l'erreur de vouloir mettre un implant trop dans les trois sens de l'espace pour commencer dans le sens vestibulo-palatin, de prendre un implant trop large pour ne pas justement avoir un TSVB13, je prends, pour ne pas avoir justement d'envahissement de la partie vestibulaire par l'implant et permettre à l'os de se reformer de façon suffisamment épaisse. Dans le sens mésiodistal, bien sûr, c'est le coup d'œil au moment du forage pilote. Et dans le sens vertical, ce qui est aussi très important, personnellement, je me donne une marge de manœuvre d'environ 2 mm par rapport au collet de la dent voisine que je veux imiter, en l'occurrence ici la 11. Vous voyez? Donc je vais mettre mon implant 2 mm au-delà de ce collet, pour laisser la possibilité au prothésiste de travailler son profil d'émergence. Et tu travailles en switching platform ou non du coup? Pas spécialement. Je n'ai pas vraiment de problème existentiel par rapport à ça. C'est vrai qu'on a un implant qui nous permet l'implant. Vous voyez l'implant que je suis en train de tenir dans les doigts là? Oui, très bien. Voilà, on a un implant de 4,1 mm au niveau de la plateforme qui a un petit rétrécissement au niveau du col prothétique et qui effectivement respecte cette notion de switching platform. Mais honnêtement, j'ai pas de problème particulier avec ça. J'ai pas remarqué
qu'on avait plus de résorption osseuse en utilisant des implants qui ne faisaient pas appel à ce principe. Voilà, donc je vais mettre mon implant de 13 mm, qui paraît assez important au niveau de la longueur, mais comme je vous l'ai expliqué, c'est cette longueur et apicalement cet ancrage dans l'os existant qui va nous permettre d'assurer la stabilité primaire de l'implant et la possibilité de mettre en place une couronne provisoire. Donc j'y vais doucement. Je préfère nettement travailler à la main pour ma part. Après, chacun fait comme il pense. Moi, j'ai des sensations beaucoup plus fines à la main et quand je suis dans l'axe par rapport à cette pose quand même assez délicate de l'implant. Vous avez vu, tout à l'heure, je n'ai pas mis mon forêt à fond, le forêt final. L'implant est auto-taraudant et là encore, je vais parfaire ainsi l'ancrage initial de l'implant. Vous voyez, on est bien au niveau de l'axe. Enfin, vous ne voyez pas tout à fait parce qu'on n'est pas tout à fait dans l'axe avec la caméra, mais enfin, on est à quelques degrés près, on est bien. Donc, je vais terminer de visser. J'ai dit donc, si vous l'avez remarqué. En fait, c'est fait exprès parce qu'en réalité, je peux encore à ce niveau-là changer un tout petit peu mon degré de mes angles. Ne me demandez pas pourquoi, mais là, il y a une certaine souplesse de l'os, on peut encore arriver à changer un tout petit peu. Baissez un peu la tête, madame, ne fermez pas, s'il vous plaît. Tournez un peu la tête comme ça, voilà. Ok, donc là, on est pas mal du tout. On va enlever le porte-implant maintenant et je vais vraiment finir à vue, si vous voulez, par rapport au col de l'implant et par rapport au collet de la dent voisine. Vous voyez au passage que c'est ergonomiquement très, très simple, très fonctionnel de travailler avec ces implants. On a très peu d'instruments. J'adore avoir un hexagone interne long qui permet de bien mettre en place tous les instruments, qu'ils soient chirurgicaux ou prothétiques. Donc on va s'appliquer à garder un méplat bien vestibulairement par la suite pour avoir... Ne vous inquiétez pas, madame, si ça grince un peu, au contraire, c'est bon signe. Ça veut dire que vous avez un os de bonne qualité, que vraiment l'implant vient mordre avec appétit dans cette structure osseuse. Voilà. Et ça va être un beau mariage de raison. Et peut-être même d'amour. Alors, on va juste aller explorer palatinement. Voilà, ici, vous voyez, on a une fibre muqueuse. C'est pas l'os, on est juste au ras de l'os ici. Est-ce qu'on a une vision de la paroi de la corticale vestibulaire, enfin de la zone vestibulaire, du gap, en fait? Oui. Voilà, vous voyez, donc tout ça, on va le combler avec l'os de récupération. Voilà, au niveau vertical, mon implant a peut-être encore besoin d'être un tout petit peu enfoncé, mais à peine. On va peut-être encore le tourner de 1 ou 2 sixièmes de tour. Alors, j'ai déjà un serrage très fort. Je vais faire un tout petit dévissage, puisqu'on a des implants cylindroconiques. On va relâcher un peu la pression. Vous voyez, j'ai desserré d'un sixième de tour. Et du coup, je vais pouvoir très facilement regagner un sixième en plus. Vous avez vu, là, j'ai reculé de 1, j'ai avancé de 3. Et voilà. Alors, avant de terminer la partie chirurgicale, je vais juste mettre en place un faux moignon provisoire. On va prendre un faux moignon provisoire vert, moyen, biseauté. Une dernière chose, je vais prendre une clé dynamométrique à torque variable. On va aller à 20 newtons pour commencer, pour voir si j'ai serré à 20 newtons. En fait, je sais que par expérience, j'ai serré au moins à 30 newtons. Mais on va le vérifier avec la clé. Si je suis à plus de 20 newtons, la clé va débrayer ici en tournant. Vous voyez, elle débraye très facilement, d'accord? Vous la voyez débrayer? Oui. Ok. On va aller à 30 newtons. Voilà, là je suis à 30. Voilà, ok, à 30, d'accord? Il faut la mettre dans le bon sens, évidemment. In, out, on met dans le sens in. Voilà, vous voyez, là encore, je serre, je suis à plus de 30 newtons, donc on a un bon ancrage. En fait, bon, c'est tout à fait intuitif ce que je vous dis, mais je pense que je ne suis pas loin à au moins 45, 50 newtons centimètres. Alors, je vais vous montrer une chose très intéressante aussi. Ça ne va pas faire plaisir à Stéphanie de la Société Zimmer, mais moi, j'utilise avec beaucoup nous utilisons avec beaucoup de bonheur les faux moignons provisoires qui sont tout simplement issus. Vous voyez ce que je tiens dans les mains, là?
Oui, très bien, oui. Voilà, qui sont issus des porte-implants. D'accord? Le porte-implant que je viens de dévisser, je vous le remontre. Voilà, le porte-implant là a simplement été fraisé par Anne-Claire. Maintenant, on le donne à notre prothésiste. Et on a toute une boîte, on peut peut-être montrer la boîte, de prêt-à-porter en quelque sorte, qui nous permet de nous ajuster. Oui, ce porte-implant-là n'a pas du tout été pour l'instant essayé. C'est la première fois que je l'essaye. Je le mets en place et je vais simplement voir comment je suis par rapport à l'occlusion. Voilà, on va juste le visser très légèrement. Voilà, je peux déjà vous dire qu'il va être trop palatin. Fermez, s'il vous plaît. Voilà, ouvrez. Alors, on a deux alternatives. Là, soit on le tourne vestibulairement de 180 degrés. Voilà, là je viens de faire une chose très intéressante et vraiment spécifique à ce... Je ne veux pas faire de la pub pour Zimmer, mais quand même, je vais quand même dire ce qui me plaît et ce qui ne me plaît pas. Je viens de dévisser la vis, elle vient de s'ancrer dans un petit filetage interne du faux moignon provisoire, enfin de ce porte-implant, et maintenant je vais pouvoir très facilement retirer. Vous voyez, hop, je tiens grâce à deux choses. D'abord à mon tournevis Gemlock qui a une petite bille en je ne sais plus en quoi, en saphir je crois. Je ne sais pas si vous la voyez ici, elle est juste au bout là. On la voit? On la devine. On la devine, et donc elle donne une rétention dans la vis. Voilà, donc vous voyez, je peux vraiment aller dans tous les sens. Je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de systèmes avec lesquels on peut faire ça. Et en plus de ça, comme on a un filetage interne dans la pièce prothétique, et bien du coup, on pose notre faux moignon. Regardez, je le pose. Hop, il est en place, je visse, c'est terminé. Je peux vous dire que je transpire beaucoup avec d'autres systèmes, hein, sans vouloir en fermer la parenthèse. Voilà, donc ce faux moignon-là, on va juste le tourner de 180 degrés. Et on va le repositionner pour voir si, par rapport à l'antagoniste, on est mieux, ou si je vais tout simplement prendre l'option de prendre un faux moignon un peu plus court. Fermez, s'il vous plaît. Et bien, on va prendre un faux moignon un peu plus court. Voilà, ouvrez. Donc, on va en profiter pour regarder la boîte des faux moignons provisoires. Alors, j'ai dit que ça ne ferait pas plaisir à Stéphanie, en fait, parce que la société Zimmer vend des faux moignons provisoires en matière plastique, et je dois vous dire que je ne peux pas les commenter parce que je n'ai aucune expérience de ces faux moignons. Moi, j'utilise mes faux moignons qui sont issus, voilà, en voici un plus court. Vous avez filmé la boîte? Voilà. Vous avez eu le temps de voir la boîte, là, avec les faux moignons, Michel? Oui, on l'a vu juste avant. Hein. Voilà. Vous voyez, donc, quand quelqu'un qui est puni dans le cabinet dentaire, il taille des faux moignons. Voilà, donc là, on va prendre un faux moignon un peu plus court. Je peux avoir un analogue aussi. Voilà, là, je le visse un petit peu avec, quand même, avec ce tournevis, j'arrive à serrer à 30 Nm à la main, personnellement. Ça a été mesuré. Bon, voilà, ce qu'on peut juste encore faire comme observation, c'est que le congé ici pourrait être un tout petit peu plus enfoncé. Il faut savoir quand même qu'on est dans une zone qui va être greffée. Il ne faut pas non plus être trop agressif, donc on ne va pas chercher à les mettre une limite trop sous-gingivale. Fermez, s'il vous plaît. Voilà, ouvrez légèrement. On a une occlusion un peu agressive à cause de cet antagoniste qui est donc la 31, qui vient vraiment juste contre le bord mésial, lingual. Alors Anne-Claire, tu vois là, il faut meuler ça. Ouvrez, et alors profites-en quand même, juste pour, ici, tu vois, pour égaliser un tout petit peu le congé là. Mais vraiment de 3/10 de millimètre. Hein. Voilà, et pendant ce temps, nous, on va s'occuper de la petite greffe. Voilà, donc je redévisse ma vis, et hop, je retire la pièce. Vous voyez comme c'est génial? Alors, on va utiliser un analogue d'implant. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment indispensable au fauteuil. Ça peut toujours servir, même quand on fait de la prothèse. On va se visser le faux moignon sur l'analogue. Et donc, Anne-Claire va utiliser, ici, va retailler un tout petit peu le congé ici, et va diminuer un tout petit peu un bon millimètre, mais diminue carrément toute la longueur ici, Anne-Claire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la toilette là, du filtre, qui se trouve donc
juste au départ de l'aspiration chirurgicale. Alors vous allez voir que ça ne va pas être forcément très propre, il y aura peut-être des récupérations mélangées avec du tissu fibreux. C'est pas très propre, enfin c'est pas très propre, c'est mélangé, c'est souvent le cas dans une extraction, une implantation immédiate. On a un peu de tissu fibreux, on a un peu de tissu osseux, et donc Audrey, avec ses yeux de jeune fille, elle va nous faire le tri, elle va nous faire la sélection des grains nobles, bien que ce soit pas vraiment la saison, et elle va nous récolter tout ce qui est osseux. Vous pouvez le faire, Audrey, hein. Michel, si tu n'as pas assez dans ton panier, tu complètes avec quoi pour terminer ton petit greffon osseux? Alors, je vais faire une technique que j'appelle sandwich, avec du pangène, hein, qui est donc du collagène natif, qu'on utilise par kilo au cabinet dentaire, qu'on utilise partout, hein, à la faculté de chirurgie dentaire aussi, qui est normalement un produit hémostatique qu'on met dans les alvéoles, et que je vais utiliser ici, non pas pour faire une hémostase, mais pour faire une sorte de remplissage de la partie plus apicale, si vous voulez, qui de toute façon va se réossifier tout à fait spontanément, naturellement. Et je vais mettre ce collagène en profondeur, de façon... Vous voyez le collagène là que je viens de découper, le pangène? En fait, le principe, si vous voulez, c'est de ne pas le polluer, de vraiment le prendre et puis le poser. Voilà. Alors, ce pangène, il est assez difficile à manipuler parce qu'il est très collant. Ça fait partie de ses qualités, puisqu'après, une fois qu'on l'aura mis dans l'alvéole, il va vraiment y rester. Et il va même agglomérer les petites particules osseuses, mais ça fait aussi partie de ses défauts, et ce qui fait qu'il faut savoir le manipuler. Je vais juste mettre une petite vis de couverture qui est fournie avec l'implant, chirurgicalement, dans l'emballage. Voilà, je la sors ici. Voilà, elle est là-dedans, vous voyez, c'est une vis extra plate qui permet de faire du 2 temps chirurgical, puisque cet implant, si vous voulez, c'est un implant qui est fait normalement pour faire du 2 temps chirurgical. Et donc tu le mets à ce stade pour éviter la pollution oui, interne, voilà, pour avoir un geste plus confortable, plus facile, je vais pouvoir colmater, mettre mon os là plus facilement. Et après, j'enlèverai évidemment cette vis. On va mettre le pangène. Oui. Si ce gap vestibulaire entre la corticale et ton implant faisait 1 mm maximum, est-ce que tu te verrais obligé Mettez la tête en arrière. D'insérer un matériau? Tu veux dire s'il faisait moins que ce qu'il fait actuellement là? Oui, voilà, s'il faisait 1 mm, disons. Aidez-moi un peu. Alors, on est sur une question d'actualité, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et qui est traité de façon très diverse par les différents experts mondiaux. Les Suisses, par exemple, montrent des choses, on va dire les Allemands et les Suisses montrent des choses qui sont assez surprenantes. D'ailleurs, c'est suivi aussi par Tarnot. Tarnot a montré il y a très peu de temps, il nous l'a montré à Paris aussi, une extraction, implantation immédiate sur une canine, où il existait un gap phénoménal d'au moins 3 mm, qui n'a été, on va distalement, Audrey, qui a été totalement laissé ouvert, sans aucun comblement, sans faire de suture, sans mettre de pangène, sans rien faire, et ça s'est magnifiquement réossifié. Voilà, donc l'attitude, Anne-Claire et moi, on vient de sortir un article où on disait que nous, on préférait, par précaution, combler, si c'était possible, et si possible, avec un matériau, le golden matériau, c'est-à-dire de l'os autogène. Mais je ne prétends pas avoir la vérité, je fais ça, je dirais, par prudence. Mais cette prudence, je pense, est intéressante dans le sens où, de toute façon, il n'y a pas de risque à le faire. Un peu palatinement. Voilà, le rapport risque-bénéfice, à mon avis, est maximum avec cette façon de faire là. Parce que, comme le disait Tarnot, à l'inverse de ce qu'il vient de nous montrer en ne comblant pas ce gap, un miracle après l'autre, c'est si vous êtes dans une situation où vous avez un échec, cet échec est cuisant aussi bien sur le plan financier pour le praticien que sur le plan affectif pour le patient, de l'attente, etc. Voilà, donc moi personnellement, si j'ai un peu d'os de récupération, je le mets volontiers. Alors, voilà l'os de récupération. Audrey a quand même fait diligence et elle a réussi à nous récupérer le maximum de ce qui était récupérable. Vous voyez les particules d'os, Michel? Oui, très bien. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas énorme. Alors il faut savoir qu'il n'y a aucun gap au niveau palatin, et donc je pense que ce sera suffisant. Si jamais ça ne me suffit pas, eh ben on fera peut-être éventuellement une petite locale au niveau de la ligne oblique externe, sur une molaire. Vous voyez, on a changé d'aspiration.
Audrey a maintenant une aspiration extra fine qui permet vraiment de juste diminuer un tout petit peu le niveau sanguin. Et alors, pourquoi du pangène dans le fond et de l'os donc en surface, Michel? Mais je l'ai expliqué pour combler le vide trop important. Mais si je préfère mettre de l'os en surface, c'est intuitif. Hein. Je pense que je vais avoir plus de chances que cet os reste, se retransforme d'un point de vue de l'architecture minérale, plutôt que du pangène qui va avoir besoin de réossifier le sang, etc. Je pense que ce sera plus... Enfin, je constate que c'est quand même quelque chose qui fonctionne très bien comme ça. Si j'ai de l'os, je préfère mettre cet os en surface, mais je vais quand même remettre une toute petite couche de pangène par-dessus pour le fixer en quelque sorte. Aspirez palatinement, Audrey. Restez palatinement. Est-ce que vous voyez la tête de l'implant et le gap? L'ancien gap, je dirais. Oui, très bien, maintenant, oui. Voilà. Vous voyez, donc là, il est comblé. Alors, je ne sais pas une activité de brute, hein, il faut y aller tout en délicatesse. Et on va mettre encore une petite bande de pangène tout à l'heure. Pour l'instant, c'est trop tôt. Je vais enlever à nouveau la vis de couverture. Voilà. Et on va la remplacer maintenant par le faux moignon. Et là, on va mettre le pangène en place à ce moment-là. Mettez-vous palatinement encore, Audrey. Et dedans, carrément. Hop. Vous voyez, cette aspiration, elle est géniale parce qu'elle aspire juste ce qu'il faut. Elle aspire pas mon os vestibulairement. Il faudrait peut-être préciser comment tu positionnes ton col lisse. Tu m'entends, Michel ? Le col lisse, oui, je t'entends, je réfléchis. le col lisse, je le positionne en général, personnellement, légèrement supraosseux. Voilà. Mais alors là encore, c'est assez variable. Philippe Cayat, par exemple, le positionne vraiment à ras de l'os. J'ai déjà vu les frères Salama le mettre carrément complètement en dessous du niveau de l'os. Et je dois dire que je suis assez perplexe quand je vois ça. Pour moi, c'est une agression biologique. Mais là encore, on est en train de publier là-dessus et mon sentiment personnel, c'est que je pense qu'il vaut mieux être légèrement supra. Fermez, s'il vous plaît. Voilà, aspirez juste. Attendez, je vais prendre l'aspiration. Voilà, vous voyez, donc là, on est prêt. On va encore mettre une fine bande de pangène au-dessus pour fixer pour empêcher l'os de sortir, le temps qu'il se fixe avec le caillot sanguin. Et maintenant, on va démarrer une provisoire que ma fille Anne-Claire va faire. Anne-Claire va faire la provisoire. Est-ce que je peux avoir les coquillons, juste qu'on voit le choix de la provisoire? Et on vous montrera donc la provisoire, je pense, plus tard. Voilà, donc moi j'ai terminé la partie chirurgicale, donc je peux me permettre de prendre ça en main. Voilà, on va partir a priori sur une 19. Vous pouvez me passer une 19? Donc vous voyez, l'élaboration de la dent provisoire est extrêmement simple. Ce qui est très important avec la provisoire, c'est que par la suite, mais on en reparlera après, qu'il n'y ait aucun contact. Il y a deux choses importantes, un très bon ancrage initial et une absence totale de contact pour les mouvements excursifs, on va dire, par rapport aux dents du bas. Voilà, donc en gros, on a le bon volume. Il faudra juste la diminuer un tout petit peu distalement, Anne-Claire, tu vois ici. Voilà, et c'est bon. Voilà, donc la partie chirurgicale est, on va dire, presque terminée. Je vais juste encore mettre ma petite bande de pangène avec Audrey cette fois-ci, vestibulairement, et vous allez voir que déjà dans un quart d'heure, l'aspect de la gencive, enfin de ce gap, aura changé et va déjà vous montrer qu'on va vite refabriquer une gencive qui va être hermétique par rapport à cette greffe. Voilà, Audrey, on va la mettre. Voilà. Alors je sais que Michel... Aspire un peu. À la fin. Oui, je t'écoute. Je sais, Michel, que tu es un grand utilisateur de pangène. Là, le but de cette application, c'est donc d'éviter le délitement particulier de ton os? Oui, tout à fait. C'est de protéger ma petite greffe. Alors, vous voyez, le pangène, je le pose. Hein. Donc là, on exploite le côté collant du pangène. À partir du moment où il est posé, eh ben, il reste. Il reste en place. Il va protéger l'apport particulier du ciment, etc., du gap qui va forcément être agressif d'un point de vue bactériologique. Voilà. Et en même temps, il va fixer les petites particules d'os.
Est-ce qu'on a un gros plan sur le Pangène là? Oui, c'est parfait. Voilà. Donc on peut encore le former un petit peu. Et c'est ça qui va nous donner finalement le profil d'émergence de notre gencive à ce niveau-là. Et au final, ta délicatesse permet d'apprécier ici un site opératoire finalement très propre. Bon, c'est gentil. C'est pas forcément ma délicatesse, hein. C'est aussi le fait que on a quand même une situation qui est très, très favorable, hein, dans le malheur de notre patiente. On va pouvoir lui rendre un bon service. Oui, on peut applaudir. Tu as droit aux applaudissements, Michel. Magnifique. Donc la provisoire a été fignolée élaborée et fignolée pendant la pause. Elle a été en fait polie. Le contour a été fait. Elle a été polie avec un four à polymériser en fait. On ne la polie pas avec des instruments rotatifs, des meulettes ou des choses comme ça qui la pollueraient. Donc on met un vernis, ce vernis qui donc est appliqué avec un pinceau et ensuite la couronne est mise en place dans le four et c'est vernis et poli très proprement comme ça. Moi j'aurais une question, je voudrais savoir comment tu isoles ton Pangène lors de la réalisation de la provisoire pour pas tout emmener. La provisoire est tellement bien polie qu'elle ne va pas. Le Pangène est collé en profondeur en quelque sorte, hein, par le sang, etc. Oui. Et il y a une petite pellicule de salive qui s'est mise en surface. D'accord, mais quand tu rebasses ta provisoire, quand tu rebasses la provisoire, tu as des excès de résine. On la rebase, oui, mais à peine. On a mis juste ce qu'il fallait en résine. Tiens, tu peux te montrer le profil de la provisoire maintenant qu'on a le Vitome. Tourne-la un petit peu, qu'on la voit carrément de profil, en fait, le profil d'émergence. Voilà. Vous voyez le profil d'émergence caractéristique d'une couronne implantaire. L'implant est souvent un petit peu en dedans. Et c'est le profil d'émergence qui va rattraper le bord et qui va donner l'esthétique. Alors, vous voyez, cette dent est un peu à l'identique de la précédente. Elle est un peu plus courte. Mais c'est normal, tu peux faire fermer madame. Voilà, glisser un peu en avant dans tous les sens. Il est important que ça ne touche absolument pas. Hein, ça c'est vraiment, on va peut-être même le revérifier après quelques jours. Parce que là, normalement, cette dent, il ne faudrait pas qu'elle se décèle ou qu'on soit obligé d'y retoucher dans les prochaines semaines. Mais donc, le Pangène ne colle pas à la provisoire et ne colle pas non plus à la résine. À la résine, d'accord. Dans la mesure où on n'en met pas de trop. Il ne faut pas en mettre de trop. Il ne s'agit pas que la résine vienne envahir cette zone stratégique où on vient de faire notre micro-greffe. Hein. D'accord. Moi, je pensais que tu isolais avec, je ne sais pas, un produit. Michel. Non, juste la salive. Voilà. Donc okay. Anne-Claire va juste encore mettre une petite pointe de ciment. Je ne sais pas si vous le voyez. Elle est en train de préparer un ciment. Oui. C'est Pierre-Henri. J'aurais voulu savoir pourquoi tu as choisi l'option provisoire scellée plutôt que faire une transvissée, vu que tu as l'émergence de ton faux moignon qui est parfaitement palatin. Voilà, alors c'est très simple, j'ai dit à Anne-Claire, on va faire une transition, on va leur montrer comme une transvissée est magnifique et peu agressive au niveau biologique, et elle m'a dit, tu rigoles, il n'en est pas question, on va perdre un temps fou à la faire. Oui, c'est vrai. Mais j'ai dit, ok, tu as raison, et en fait, c'est pas le quotidien c'est de faire ce qu'on vient de faire ce matin, c'est de faire un scellement, parce qu'on a souvent des axes qui sont pas aussi idéaux que ça, et c'est vrai qu'on est plus agressif biologiquement, mais à nous justement de contrôler notre geste, de ne pas mettre trop de ciment, de pouvoir nettoyer parfaitement. Mais c'est clair que si on peut faire une couronne monobloc transvissée directement en résine, c'est magnifique. Biologiquement, simplement, c'est un travail compliqué à faire. Voilà. Mais c'est vrai que le quotidien, c'est plus une couronne scellée. D'ailleurs, Tarnaud le disait lui-même il y a 2 mois à Paris. Il nous disait qu'il fallait absolument pas sceller, et les 2-3 cas cliniques qu'il nous a montrés, c'était scellé. Donc entre ce qu'il faudrait faire et ce qu'on fait en réalité, il y a parfois des marges qu'il faut, je dirais, aborder avec délicatesse. Voilà, donc la provisoire est scellé. On va essayer de ne plus y toucher pendant 1 mois et on va repasser donc l'image au bloc à côté. Voilà. Et je vous rejoins à l'USCAD.